Donc, bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de questions-réponses. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir parmi nous M. Yves Gégourel. Je rappelle que vous êtes directeur et professeur au Master 2, Banque, Finance et Négoces internationales à l'Université de Bordeaux, mais également à l'Université nationale de Vietnam, si je ne me trompe pas. Et vous êtes également Senior Fellow ici au Policy Center. Exactement. Alors au Vietnam, je participe à une formation là-bas. Je ne suis pas professeur, mais effectivement, on est impliqué dans le développement d'une formation en finance à l'Université nationale du Vietnam. Parfait. Donc, dans le cadre de vos activités de recherche, on sait que vous êtes intéressé beaucoup plus à la finance internationale, à la gestion des risques, mais avec un focus particulier sur les marchés des matières premières. Donc, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Donc, cette session va se focaliser beaucoup plus sur la question de la financiarisation des matières premières, qui est une problématique qui n'arrête pas, je pense, de susciter l'intérêt du monde de la recherche. Donc, ma première question va porter sur la définition. Donc, on a généralement tendance à définir la financiarisation comme le positionnement croissant des fonds indiciels sur le marché des matières premières. Donc, quelle est votre vision par rapport à ça? Alors vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que l'approche qui est généralement développée sur cette question de la financiarisation des matières premières est une approche assez récente qui vise à observer ce que vous appelez les fonds indiciels, ce qu'on appelle les CTA, les index managers, c'est-à-dire tous ces fonds d'investissement qui vont utiliser les matières premières de manière directe ou de manière indirecte comme support d'investissement. C'est-à-dire que dans cette logique-là, on voit la financiarisation comme l'affirmation des matières premières en tant que classe d'actifs. Qu'est-ce que j'entends par classe d'actifs? C'est l'idée que les matières premières, à l'instar des actions ou des obligations, vont pouvoir, du point de vue de l'investisseur, délivrer un rendement. Et ce rendement sera décorrélé du rendement des autres classes d'actifs. Donc dans cette logique-là, dans un principe de diversification de portefeuille, les matières premières, lorsque le trend était haussier, c'est ça qui intéresse, ont servi de support d'investissement. Néanmoins, il me semble intéressant d'adopter également une approche plus large sur la notion de financiarisation. Et dans ce contexte, je définirais la financiarisation comme le rôle accru joué par les marchés financiers de matières premières dans l'organisation des filières de matières premières. Et une des conséquences du rôle accru joué par ces marchés financiers de matières premières, c'est la spéculation dont les index managers, les CTA, les fonds indiciels sont une manifestation. Mais il y a certaines matières premières où le marché financier n'est pas très développé, ou plutôt n'existe même pas. Donc, à votre avis, pourquoi et quels sont les prérequis pour la mise en place, je dirais les prérequis opérationnels pour la mise en place d'un marché financier? Alors, permettez-moi, avant de répondre directement à votre question, de préciser le rôle d'une filière de matières premières. Une filière de matières premières, c'est ce qui va, de manière très générale, relier l'amont à l'aval, dans une logique industrielle. C'est-à-dire qu'on va parler du producteur de matières premières, on va parler du négociant en matières premières, on va parler du transformateur et on va parler de l'utilisateur de cette matière première, encore une fois dans une logique industrielle, c'est-à-dire avant l'acte de consommation. Donc ça, c'est une filière de matières premières. Et cette filière de matières premières, elle va remplir trois fonctions économiques essentielles. La première fonction économique est une fonction de type technico-commercial. Il s'agit, l'argument est logique, d'adapter le produit tel qu'il apparaît en amont de la filière, c'est-à-dire à son stade brut, aux besoins exprimés par la consommation. Donc c'est un acte de transformation de la matière. La deuxième fonction d'une filière de matières premières, c'est une fonction de valorisation. Puisque nous avons un certain nombre d'intervenants, d'acteurs économiques, il s'agit, et qui est un transfert de la matière, il s'agit de donner un prix à cette matière, qui sera un prix de marché, ou dans le cadre de groupes intégrés, qui serait du producteur-transformateur, ce qu'on appelle un prix de transfert. Et la troisième fonction d'une filière de matières premières, en tout cas si elle fonctionne correctement, c'est d'assurer la dilution des risques entre les intervenants de cette filière en fonction de leur capacité financière. Le fait de transférer le produit de l'amont vers l'aval avec des logiques de prix va induire un risque global de transfert et au sein de ce risque global de transfert, nous aurons un risque de prix.
Donc il faut que ce risque de prix soit assumé par les acteurs de la filière en fonction de leur capacité financière. Mais bien souvent, une filière ne peut pas ou ne réussit pas à s'organiser pour assurer cette dilution des risques. Et dans ce cadre, il convient de sortir, d'externaliser le risque. Et vous externalisez ce risque en le faisant porter par définition par des acteurs qui sont en dehors de cette filière, et vous le faites via la création d'un marché financier de matières premières sous différentes formes. La forme la plus simple étant, ne rentrons pas forcément trop dans les détails, mais des marchés de swap, qui sont le premier niveau de la financiarisation, vers un niveau le plus abouti, qui serait un produit dérivé de type contrat à terme. Et donc c'est ça qui peut fonder également la définition de la financiarisation. C'est-à-dire que cette idée qu'on va externaliser progressivement une partie du risque de prix sur des marchés financiers. Et c'est en ça que je vous dis qu'une des conséquences de cette financiarisation, mais ce n'est pas synonyme, financiarisation et spéculation ne sont pas synonymes, une des conséquences de cette financiarisation, c'est l'apparition d'agents ayant des motivations spéculatives, c'est-à-dire qui vont accepter de prendre le risque contre rémunération, contre rendement. Mais on a tendance à reprocher à la financiarisation d'avoir je dirais, accru la volatilité sur le marché. Qui dit volatilité dit moins d'efficience, donc d'effet d'entraînement généralement négatif sur le marché en général, que ce soit du côté producteur ou consommateur. Qu'est-ce que vous en dites? Alors votre question a appelé un nombre de travaux académiques tout à fait considérables, avec cette idée effectivement de savoir si la création d'un marché financier et la volatilité qu'elle pouvait induire allait se diffuser, est-ce que cette volatilité allait se diffuser aux marchés commerciaux? Et à mes connaissances, il n'y a pas de réponse stricte à cette question-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où vous acceptez que le risque soit transféré sur un marché financier, vous devez accepter l'idée que des dynamiques spéculatives vont en partie influencer le prix des matières premières. C'est la condition sine qua non du fonctionnement d'un marché financier. Dire qu'un marché financier de matières premières peut fonctionner sans spéculation est à mon sens largement incorrect. La spéculation généralement a une connotation beaucoup plus négative. Il y a des économistes qui parlent de la spéculation comme quoi il apporte de l'information sur le marché et donc plus d'efficience. Bien, par rapport à l'argument des marchés de futures, il est bien entendu qu'un marché futures est, de manière très schématique, un marché où vous allez fixer un prix aujourd'hui pour une date ultérieure. C'est donc une forme de marché à terme. On pourrait faire l'hypothèse que sur ce marché à terme, il n'y a que des opérateurs de la sphère réelle, à savoir un producteur qui se dit « moi j'ai un risque de prix, je ne sais pas à quel prix je vais vendre ma production dans 3 mois, j'ai donc besoin de fixer aujourd'hui le prix auquel je vais vendre cette production dans 3 mois. » Et puis, de manière symétrique, on aurait un utilisateur de cette matière qui est dans un risque opposé, qui se dit bah, « moi j'ai besoin d'acheter cette matière, j'ai peur que le prix monte et je voudrais fixer aujourd'hui le prix de cette matière. » Sauf que rien ne nous dit que l'équilibre du marché entre ce producteur et cet utilisateur va se faire. Et c'est en ça que la question de la spéculation est définie par certains économistes par un rôle, je ne sais pas si on irait dire jusqu'à positif, mais en tout cas de reconnaître qu'il y a un rôle économique à la spéculation, puisque cette spéculation va, ce qu'on appelle, corriger l'asymétrie du hedging. Quand je dis hedging, c'est cette procédure de couverture des risques via les contrats à terme notamment, ou via des produits dérivés. Si j'ai plus de producteurs sur mon marché à terme que d'utilisateurs, je vais donc avoir plus de vendeurs de contrats à terme que d'acheteurs de contrats à terme. Et si j'ai plus de vendeurs de contrats à terme que d'acheteurs de contrats à terme, je vais avoir une baisse du prix à terme. Donc le mécanisme de protection pour le producteur va exister, il va pouvoir fixer un prix, mais qui sera un prix très bas. À partir du moment où vous dites qu'il y a un spéculateur, le spéculateur généralement va se porter contrepartie, c'est le sens historique de la spéculation, c'est-à-dire que lui, il va être acheteur de contrats à terme, il va donc contribuer à faire relever le prix à terme, et en cela, effectivement, va avoir un rôle économique. Et puis, il va donner au marché
une forme de liquidité, et pour beaucoup d'économistes, la liquidité d'un marché, et d'ailleurs pour beaucoup d'opérateurs des marchés, la liquidité est perçue comme quelque chose d'éminemment positif. Parfait. Donc ces produits dérivés-là ne sont-ils pas dangereux en fin de compte pour le bon fonctionnement du marché? Les produits dérivés, quel que soit leur sous-jacent, c'est-à-dire qu'ils portent sur des taux de change, des devises, sur des taux d'intérêt, sur des actions ou sur des matières premières, ou des produits dérivés sur matières premières. Vous avez des produits dérivés sur produits dérivés. Sont d'une certaine façon dangereux. La crise de 2008 nous en a montré un exemple parfait. Lors de la crise de 2008, ce qui a été en cause, l'explosion de la crise, a commencé par la titrisation, mais s'est développé au travers des CDS. Les CDS, c'est quoi? Ce sont des Credit Default Swap, sont des produits dérivés sur risque de crédit. Et effectivement, ils ont eu un rôle tout à fait essentiel dans ce qui s'est passé à ce moment-là, avec un coût tout à fait considérable pour la sphère réelle. Néanmoins, la question de la dangerosité de ces produits doit être définie à l'aune de l'utilisateur. Un produit dérivé est un outil. Et comme tout outil, effectivement, il sera dangereux. La vraie question, c'est qui l'utilise. Les produits dérivés, je le redis dans la logique du contrat à terme qu'on a évoqué précédemment, peuvent être pleinement utilisés par la sphère réelle, peuvent être pleinement utilisés par des producteurs, pleinement utilisés par des consommateurs ou des utilisateurs de matières premières, pleinement utilisés par des traders physiques. Donc ces produits dérivés sont dangereux s'ils sont maniés de manière très imprudente, de manière ultra spéculative, parce qu'il y a de l'effet de levier, mais servent aussi en partie l'économie réelle. Et cette segmentation que l'on fait souvent avec d'un côté la finance, de l'autre côté la sphère réelle, me semble imparfaite. Donc cette financiarisation accrue des matières premières, quel rôle laisse-t-elle pour les traders physiques? Alors, effectivement, les traders physiques, on n'en parle pas beaucoup. Lorsqu'on parle de trader physique, en français, le terme trader nous fait toujours penser à ce trader dans la banque avec la multiplicité de ses écrans et implicitement l'idée de quelqu'un qui serait déconnecté du réel. Lorsqu'on parle de trader, en français, en fait, on parle également de négociant. Donc on doit faire la différence entre un trader qui serait purement financier et un trader physique. Le trader physique, dans une filière de matières premières, va réconcilier l'offre, c'est-à-dire la production, et la demande, dans une logique de matières premières échangées à l'international. Il y a une probabilité très faible que le producteur qui est dans un endroit donné, qui voudra un certain niveau de prix pour sa production, qui aura un certain timing pour produire, rencontre l'utilisateur qui lui aussi va avoir des exigences en matière de prix, en matière de localisation du produit qu'il achète. Et donc le rôle économique de ce trader va être de réconcilier dans le temps et dans l'espace la demande de l'utilisateur et celle du producteur. Il y a un rôle économique avéré pour ces négociants physiques. Parlons maintenant des stratégies des producteurs et des consommateurs. Donc, à votre avis, quels sont les facteurs qui façonnent ces stratégies au-delà de la question du niveau des prix, surtout dans un contexte de baisse des prix? Alors, rappelons que les marchés de produits dérivés ont un horizon. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de risque de prix et que l'on développe l'idée que les marchés financiers permettent de gérer le risque de prix, il ne s'agit que du risque de prix à court terme. Les marchés financiers ne protègent pas le producteur contre une baisse structurelle des prix. Lorsque l'on voit ce qui se passe sur le marché de l'acier aujourd'hui, sur le marché de l'aluminium, les producteurs ne sont pas structurellement protégés par rapport à ça. Donc les produits dérivés vont les protéger à court terme d'une baisse des prix pour les producteurs et d'une augmentation des prix pour les utilisateurs. Donc ça, c'est un point important à considérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un producteur décide
d'investir dans des capacités de production, il devra développer un horizon de long terme. Il va regarder les conditions d'aujourd'hui et puis il va essayer de se projeter en se disant bah tiens, moi j'investis aujourd'hui parce que je pense que demain les prix sont intéressants. Il faut se rappeler que dans une logique d'investissement, il peut y avoir un écart très important entre le moment où vous investissez et le moment où la production devient disponible. Donc là-dessus, la question du niveau des prix est essentielle, mais pour répondre à votre question, la volatilité des prix va être essentielle, la volatilité anticipée. C'est-à-dire que lorsque je forme mes prévisions sur des prix futurs, je me dis très bien, je dois exploiter cette mine, je dois exploiter tel gisement. Je forme une anticipation sur le niveau de prix, mais j'ai un degré d'incertitude, puisque par nature, je suis sur des anticipations. Et plus la volatilité anticipée sera élevée, plus je vais avoir une désincitation à investir. Donc, par rapport aux structures de marché, quel est leur effet sur les stratégies des producteurs et à la fois des consommateurs? Alors, il faut préciser la notion de structure de marché qui peut signifier plusieurs choses. Lorsque je parle de structure de marché, lorsque j'entends structure de marché, je comprends un élément assez technique qui est le positionnement relatif d'un prix spot par rapport à un prix à terme, par rapport à un prix futures. De ce point de vue-là, il y a deux structures de marché sur les marchés de matières premières, ce qu'on appelle le contango. Le prix spot est inférieur au prix futures et la backwardation dans lequel, de manière un peu rapide, le prix spot sera supérieur au prix futures. Le contango va qualifier une situation d'abondance de matière et plus le marché sera abondant, plus le contango sera important. Et lorsque le marché se tend, lorsqu'il y a du risque de pénurie, alors les situations de backwardation vont apparaître. C'est-à-dire que le prix spot va fortement augmenter parce que le marché veut la matière et est prêt à payer cher pour ça. Et ça va impacter, ne rentrons peut-être pas trop dans les détails, mais ça va impacter la qualité des politiques de hedging, de couverture de risque. Il est souvent dit, la phrase va être dédiée aux financiers, mais se hedger, se couvrir contre un risque via des contrats futures, c'est arbitrer un risque de prix flat contre un risque de base. C'est-à-dire que vous protégez contre un risque de prix en niveau, mais vous conservez ce risque de base. Et quand je dis risque de base, c'est ce risque lié à l'évolution de la structure de marché. Et en fonction de l'augmentation du contango, la diminution du contango, l'augmentation de la backwardation, la diminution de la backwardation, ou le passage d'un contango à backwardation et inversement, le prix effectif d'achat ou de vente pour un producteur ou pour un utilisateur va changer. Donc cette structure de marché va avoir un impact déterminant. Deuxième élément de réponse par rapport à votre question, la structure de marché va rémunérer ou non le stockage. Dans une structure de contango, le stockage de la matière va être rémunéré alors qu'il sera pénalisé dans une structure de backwardation. Parfait. Donc ma dernière question se rapporte beaucoup plus à ce qui se passe au niveau de l'économie chinoise. Je voudrais savoir, à votre avis, quel effet aura cette transformation du modèle de croissance qui est accompagné par le ralentissement de la croissance chinoise sur les marchés des matières premières et notamment sur les exportateurs africains? Lorsque l'on parle de la Chine, on parle implicitement de ce fameux super cycle, c'est-à-dire cette augmentation très forte des prix qu'on a observée sur les matières premières et qui s'est effondrée sur les dernières années. La Chine, de ce point de vue-là, a, me semble-t-il, trop souvent été vue comme un consommateur et seulement un consommateur de matières premières. Alors que la réalité de la situation chinoise, c'est que sur beaucoup de matières premières, la Chine est à la fois un très grand producteur de matières premières et un très grand consommateur. Avec le ralentissement économique observé en Chine, le niveau de consommation de la Chine a baissé, alors que le niveau de production est resté inchangé, voire augmenté, de telle sorte que la Chine a développé des surplus exportables, et c'est ce qui explique aujourd'hui la situation dans laquelle beaucoup de matières premières se trouvent, qu'il s'agisse des minerais ou certains métaux, aluminium, ainsi de suite. Donc ça, c'est un point important. Et de toute évidence, cette situation chinoise impacte le monde entier et impacte les pays producteurs. Les pays producteurs, naturellement, que l'on parle de pays producteurs de pétrole ou de minerais, souffrent de cette baisse des prix. Et vous avez raison,
il y a eu, lors de l'augmentation des prix, des stratégies industrielles qui ont été initiées dans beaucoup de pays producteurs, et notamment des pays africains, qui visaient à se dire, mais il faut que nous tirions d'un point de vue industriel et presque sociétal le maximum de cette augmentation des prix. Et donc il fallait capter la valeur ajoutée associée à ces matières premières. Donc l'idée a été pour beaucoup de pays de s'engager dans une logique d'intégration verticale de la filière. Ne nous contentons plus d'être dans une logique pure d'extraction, mais développons la transformation in situ de la matière première pour créer précisément cette valeur ajoutée. Alors évidemment que cette valeur ajoutée elle va être dépendante du prix de revente, et avec la chute du prix des matières premières, cet engagement vers plus de transformation va être mis dans une situation difficile. Parfait. Dans quelle stratégie vous préconisez beaucoup plus pour les pays africains en tant que riposte? La question est compliquée parce qu'il y a un état de marché qui fait que les prix aujourd'hui sont bas et il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à ça. On pourrait imaginer des logiques de diminution de l'offre pour faire remonter les prix, mais historiquement, tout ce qui a été convenu d'appeler les accords de produits n'ont pas marché. C'est-à-dire que l'idée d'organiser le marché par les volumes, de réduire les volumes. Alors on le voit aujourd'hui un peu pour l'OPEP, mais sur le moyen terme ça ne marche pas. L'idée de diminuer un peu l'offre pour faire remonter les prix, qui pourrait être dans l'absolu une solution et qu'on pourrait toujours envisager sur le long terme, voire le très long terme, ça n'a jamais tout à fait fonctionné. Pourquoi ? Parce que si vous réussissez à augmenter les prix, vous allez avoir probablement de nouveaux acteurs qui vont arriver sur le marché, qui vont engendrer un surplus d'offres sur le marché et continuer à faire baisser les prix. Alors par rapport à votre question, je crois que la dynamique africaine par plus de transformation doit être maintenue coûte que coûte, quel que soit le niveau des prix. Il faut tenir cette stratégie-là parce que c'est bien ça qui va faire que les pays africains vont être progressivement protégés de ce qu'on a appelé la malédiction des matières premières. Lorsque vous avez une économie qui est largement dépendante de produits non transformés, ça crée une instabilité macroéconomique qui n'est pas bonne. Lorsque vous mettez de la valeur ajoutée, vous diminuez, je résume le propos, mais vous diminuez cette sensibilité à la variation des prix, et ça c'est un point tout à fait important. Donc je crois que en dépit de cette baisse des prix, il faut garder cette logique coûte que coûte de plus de transformation, et bien évidemment qu'il faut aller vers plus de diversification, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, hein, c'est une évidence. Il faut que les économies des pays producteurs soient de plus en plus diversifiées. Merci, Monsieur Yves, pour tes réponses et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Est-ce comme ça